L'Union européenne, celle qu'on croit connaître, est en train de vivre une transformation profonde, rapide et peut-être même irréversible. C'est une véritable métamorphose qui est en cours. Alors décryptons ensemble ce qui se joue pour l'avenir du continent. La question qui est sur toutes les lèvres, au fond, c'est celle-ci. Est-ce que la nature même de l'Union est en train de changer? Comment est-ce qu'une Union, qui a été bâtie à l'origine pour être un projet de paix, se réinvente-t-elle face aux secousses du monde actuel? Bon, rentrons dans le vif du sujet. Le catalyseur de tout ça, le grand déclencheur, c'est bien sûr l'invasion de l'Ukraine. Cet événement, ça a été un véritable électrochoc. Ça a forcé l'Union à se poser des questions existentielles sur son rôle, sa puissance et son identité. Soyons clairs, l'Europe de 2023, ce n'est déjà plus du tout celle de 2022. Pour bien comprendre à quel point le changement est radical, il faut faire un petit retour en arrière. D'où vient ce projet européen? Quelle était son ambition à l'origine? Figurez-vous que bien avant les traités de Rome, le philosophe Emmanuel Kant imaginait déjà l'Europe comme un futur grand corps politique. Et attention, à la base, l'idée n'était pas du tout économique, mais bien politique. Il s'agissait de créer une structure capable d'assurer enfin une paix durable sur un continent qui n'avait connu que des guerres. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que pour Kant, ce projet allait même au-delà des frontières de l'Europe. Ça s'inscrivait dans une vision beaucoup plus large, une vision cosmopolitique. Une philosophie qui pense au destin de l'humanité tout entière, où l'Europe ne serait finalement qu'une première étape. Bon, quittons cet idéal philosophique pour revenir à la dure réalité d'aujourd'hui. Parce que ce rêve de paix perpétuelle, il a été violemment percuté par toute une série de crises. Et surtout, par un choc externe majeur qui est venu tout bousculer. Le point absolument crucial, il est là. La guerre en Ukraine a sonné la fin d'une époque. L'Union européenne, qui misait presque tout sur son pouvoir d'influence, son fameux soft power, a été brutalement forcée d'adopter les codes de la géopolitique. Une géopolitique basée sur le rapport de force. Les protestations ne suffisaient plus, il fallait agir. Et cette rupture, on la voit partout. Avant, l'élargissement, c'était pour étendre le marché unique. Aujourd'hui, c'est un outil géopolitique pour sécuriser les frontières. La boussole stratégique, qui pointait vers le sud, vers la Méditerranée, s'est réorientée à 180 degrés vers le flanc est. Et le soutien financier, qui était souvent prudent, s'est transformé en un engagement militaire et économique massif. C'est ni plus ni moins une révolution copernicienne pour Bruxelles. Mais voilà, pendant que l'Union se muscle face au monde extérieur, elle reste minée de l'intérieur par une force qui la fragilise depuis des décennies, la contestation politique. Et cette force, elle a un nom, l'euroscepticisme. Un courant de pensée critique qui remet en question soit les fondements mêmes, soit l'orientation actuelle du projet européen. Alors, de quoi parle-t-on exactement quand on dit euroscepticisme? En fait, ça désigne une attitude générale de doute ou de critique envers l'intégration européenne. Et ce n'est pas du tout un bloc homogène, c'est plutôt tout un éventail de positions. C'est vraiment important de distinguer les deux grandes familles. D'un côté, il y a l'euroscepticisme dur, celui qui rejette le projet en bloc et qui veut en sortir. L'exemple type, c'est bien sûr le Brexit. Et de l'autre côté, il y a l'euroscepticisme modéré, qui ne veut pas forcément quitter l'UE, mais qui critique très fortement certaines politiques et qui cherche à réformer l'Union de l'intérieur. Et les critiques, elles fusent de partout. Il y a le politique, avec cette grande crainte de la perte de souveraineté nationale. Il y a l'économique, avec les doutes sur l'euro ou le marché unique. Ça touche aussi au culturel, avec la peur d'une uniformisation qui gommerait les spécificités de chaque pays. Et puis bien sûr, il y a la critique démocratique, ce sentiment d'une Europe construite un peu en catimini, sans les peuples. Toutes ces crises, qu'elles viennent de l'extérieur ou de l'intérieur, nous amènent finalement au cœur du réacteur, la fameuse question de l'identité européenne. C'est quoi au fond l'âme de l'Europe ? La question a l'air toute simple comme ça, mais en réalité, la réponse qu'on y apporte est absolument déterminante pour l'avenir de toute l'Union. Sur quoi est-ce qu'on base ce sentiment d'appartenir à un destin commun ? Eh bien, dans ce grand débat, il y a en gros deux visions qui s'affrontent. Deux réponses radicalement différentes à cette question de ce qui soude l'Union. La première vision, qui est défendue par le juriste Joseph Weiler, c'est de dire que l'unité de l'Europe, elle est d'abord culturelle, elle vient d'avant la politique. Elle reposerait sur un ethos commun, c'est-à-dire un héritage historique, culturel, profondément marqué par les racines chrétiennes du continent. En clair, l'unité viendrait d'un passé commun. Et puis juste en face, on a la seconde vision, celle du philosophe Jürgen Habermas. Lui, il propose ce qu'il appelle un patriotisme constitutionnel. Et là, l'idée est complètement différente. Ce n'est pas le passé qui unit, mais un projet politique tourné vers l'avenir. L'unité se base sur l'adhésion volontaire à des principes communs, la démocratie, l'état de droit, les droits humains. Et attention, ce n'est pas juste une querelle d'intellectuels dans un salon. Le choix entre ces deux visions, il a des conséquences très très concrètes. C'est lui qui définit les frontières de l'Europe. Par exemple, si on choisit la vision de l'identité culturelle, l'élargissement à un pays comme la Turquie devient très compliqué. Mais si on choisit la vision des principes, alors la porte reste ouverte à toute nation qui les partage. Alors,
l'Union, elle a choisi quelle voie? Eh bien, officiellement, les textes sont très clairs. Le traité de Lisbonne, par exemple, dit noir sur blanc que l'Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie. C'est donc bien la vision des principes partagés qui a été gravée dans le marbre du droit européen. Ce qui nous amène à une conclusion assez fascinante, finalement. L'identité européenne, ce n'est pas une sorte de trésor du passé qu'il faudrait préserver sous une cloche de verre. Non, c'est un projet, un chantier permanent, inachevé. Et c'est justement dans l'épreuve, face aux crises, qu'elle se redéfinit et qu'elle se forge. La question finale reste donc grande ouverte. Face à tous ces chocs géopolitiques et à toutes ces fractures internes, est-ce que l'Europe sera capable de se réinventer, de forger une nouvelle conscience d'elle-même, ou est-ce que les forces de division finiront par l'emporter? Difficile à dire. L'histoire est en train de s'écrire là juste sous nos yeux.